Bonjour à toutes et à tous. Je suis Jean Bosco Bazier, directeur opérationnel de Eaux-Vives International, qui est une fédération d'associations engagées depuis une quarantaine d'années, depuis plus d'une quarantaine d'années, dans le combat pour l'eau et l'assainissement en Afrique de l'Ouest et du Centre. Eaux-Vives International regroupe Eaux-Vives du Burkina Faso, de France, du Mali, du Niger, du Togo, du Sénégal, et intervient également dans d'autres pays, des bassins des fleuves Niger, des fleuves Sénégal et du bassin du fleuve Congo. En ce qui concerne ma participation, je voudrais remercier très rapidement le pôle eau de l'Université de Genève qui a bien voulu m'associer, en sachant que nous travaillons depuis longtemps en appui aux communautés locales pour régler les problèmes d'eau, en appui aux États, aux collectivités locales dans ces pays-là. Et pour ce qui concerne le droit à l'eau et à l'assainissement, je voudrais dire que nous nous réjouissons que cette année, c'est le 10e anniversaire, parce que nous avons été de tous ceux qui se sont mobilisés avant les années 2000 pour souhaiter que le droit à l'eau et à l'assainissement soit reconnu dans les droits fondamentaux, dans les droits humains fondamentaux, et nous avons été très heureux de l'adoption par les Nations Unies en 2010 de ce droit-là comme un droit fondamental. Évidemment, je peux dire qu'aujourd'hui, même si ce droit a été adopté par les Nations Unies, beaucoup reste à faire par les uns et les autres pour que ce droit soit effectif sur le terrain. Je dis cela parce que plusieurs pays et plusieurs États et des acteurs se sont battus pour que ce droit soit constitutionnalisé. Par exemple, je prends le cas du Burkina où ce droit est entré donc dans la Constitution, dans les droits sociaux de base. Mais comme je le disais, il faut que ce droit soit opposable. S'il n'est pas opposable par les citoyens, il est très difficile de le faire avancer parce que ce droit-là, il a beau être adopté par les Nations Unies, il ne va pas être réel par lui-même. Il faut des mécanismes d'opposabilité pour permettre aux citoyens de le revendiquer auprès de ceux qui sont justement, qui doivent le mettre en œuvre, notamment je parle des États, mais aussi de leurs partenaires au développement. Il faut que ce droit soit connu. Il faut qu'il soit connu de tous. Beaucoup de citoyens ne savent pas aujourd'hui, même si le droit est dans la constitution de leur pays, ces citoyens ne savent pas que ce droit est leur droit fondamental et qu'ils peuvent aussi l'exiger ou le revendiquer auprès de ceux qui doivent le rendre réalité. Et puis, ce droit-là, il ne se réalise pas tout seul et de lui-même. Il faut des moyens pour le faire. Et tout le monde sait qu'à l'échelle mondiale, il y a des pays qui sont un peu plus nantis que d'autres. Et il nous faudra, pour que ce droit soit effectif, il faut des mécanismes de solidarité financière pour permettre aux États et à d'autres endroits du monde qui n'ont pas beaucoup de moyens de pouvoir bénéficier de l'aide internationale de manière soutenue, de manière massive et de manière efficiente, efficace pour rendre le droit à l'eau et à l'assainissement une réalité sur le terrain. Et puis, il y a aussi un autre aspect que nous avons constaté, nous, et nous le disons toujours, nous disons les principes, les critères et les principes qui sont reconnus de ce droit à l'eau et à l'assainissement doivent être pris en compte dans tous les projets et programmes de développement, avec des mécanismes aussi d'évaluation. Si on n'évalue pas sur la base de mécanismes d'évaluation, mais on ne peut pas faire avancer ce droit. Et puis enfin, un aspect important, et nous souhaitons que pour ce 10e anniversaire, nous allons davantage vers ce que je pourrais appeler une note, comme nous l'avons dans le monde financier. On pourrait aussi l'appeler une note AAA pour juger, apprécier la qualité de mise en œuvre de ce droit-là par les États d'abord, par les partenaires au développement, mais aussi par les citoyens. Donc, je crois que c'est une combinaison, toute une combinaison de ces éléments-là
qui peuvent rendre ce droit une réalité. Et je dis cela pourquoi la pandémie du Covid-19 qui a touché le monde depuis la fin de l'année 2019 et qui a fait plus de 300 000, voire 400 000 morts à l'échelle mondiale, est venue montrer que l'accès à l'eau et à l'assainissement est un élément important dans la lutte contre cette pandémie. La preuve, c'est que les mesures barrières qui ont été adoptées par tous les pays pour barrer la route à cette maladie comprenaient justement le besoin de disposer de l'eau et de disposer de dispositifs d'assainissement. Mais comment peut-on lutter contre une pandémie comme le Covid-19 par la mesure du lavage des mains si nous n'avons pas d'eau? Il faut de l'eau et pour pouvoir se laver les mains. Il faut des dispositifs, des latrines pour pouvoir aussi aller éviter du péril fécal, de la défécation à l'air libre, dont nous savons qu'encore aujourd'hui, plus de 200 millions de personnes, notamment en Afrique, font encore des défèquent dans la nature, mettant en péril leur santé, leur dignité, l'environnement. Et donc, c'est tous ces aspects-là qui nous rappellent encore l'urgence, en plus de l'adoption par les Nations Unies du droit à l'eau et à l'assainissement, de son adoption comme un droit fondamental, l'urgence de trouver les moyens de mobiliser l'ensemble des acteurs et de mener l'action massive qu'il faudra pour rendre effectif le droit à l'eau et à l'assainissement. Et c'est seulement en ce moment que nous pourrons dire que l'adoption par les Nations Unies en 2000 de cet élément fondamental de la vie et du progrès des gens est vraiment un succès pour tous. Voilà ce que je pouvais avoir comme contribution à cet événement parallèle dans le cadre donc de la célébration du 10e année de la Déclaration des Nations Unies, donc l'adoption par les Nations Unies du droit d'accès à l'eau et à l'assainissement. Et je vous remercie.